¿Qué tal, amiguitos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock Invasion Entrevistas. Para finalizar 2021 estoy contentísima porque he traído por fin a la gente de Tentación. Tengo aquí a Patrice y bueno, pues ya sabéis cuantísimo os he hablado de este disco que tengo aquí detrás y vamos a tener absolutamente todos los detalles sobre la historia del grupo y sobre el nuevo trabajo. Salut Patrice, ça va? Oui, merci. Et toi, Inès? Ça va, ça va. Tout d'abord, merci de m'avoir accordé cet entretien. Je tenais vraiment à avoir Tentation ici à Rock Invasion avant la fin de 2021, donc je te remercie. Ben, merci à toi et surtout de faire l'effort de la faire en français. Désolé, j'ai un très mauvais anglais, espagnol, j'étais très mauvais à l'école, donc le français, c'est la seule langue qui me va bien finalement. C'est comme ça. Ok, tout d'abord, j'aimerais bien parler un petit peu de l'histoire du groupe, de l'histoire de Tentation. Je crois que tout a commencé en 2012 à Toreil. C'est ça. En fait, avec l'association Pyrénéen Metal, on organise des concerts avec des copains. Et justement, ces copains-là, un jour, on s'est dit, dans notre programmation, ça manque de heavy metal chanté en français. Et ça serait vraiment excellent d'un jour de faire venir un groupe de heavy chanté en français à un de nos concerts. Et on n'en trouvait pas. Et l'idée est venue un soir après une petite cuite. On s'est dit, ben, on n'a qu'à le faire ce groupe-là. On n'a qu'à le faire. Et le pari, c'était de monter le groupe, de faire deux morceaux, d'enregistrer deux morceaux, de faire un concert et après arrêter. Voilà, juste se faire plaisir de pouvoir inviter un groupe de heavy metal chanté en français, quoi. Uniquement ça, c'est ça le pari au début. Il y avait Guillaume Douce et Guillaume Pastor. Ensuite, donc moi j'étais à la batterie, je chantais pas. Guillaume Pastor était au chant et Guillaume Douce à la guitare déjà. Voilà, parce que lui c'est guitariste, enfant né guitariste. Et on a tourné comme ça, on a fait deux morceaux, on a fait le morceau Brouche. Et on a fait une reprise de Trance qui était de Power Infusion, l'album Power Infusion, je m'en souviens plus, Heavy Metal Queen, je crois. Et au moment d'enregistrer, on a même fait aussi Spectre de Lumière. Et au moment d'enregistrer une maquette pour voir ce que ça donnait, pour montrer à Guillaume, c'est moi qui écrivais un peu les morceaux, pour montrer à Guillaume comment chanter, j'ai enregistré le chant. Et là, tous les copains à qui on a fait écouter la maquette, ils ont dit « Ah, mais tu devrais garder le chant, c'est trop bien quand c'est toi qui chantes. » Alors, pendant un petit moment, je me suis mis à la batterie et au chant. Et là, ça a été un peu compliqué. Et c'est là qu'on a fait venir Laurent Métivier, qui a rejoint l'aventure quelques mois après. Voilà. Et tout a commencé en 2012 et pour un pari de copains, un délire entre copains en fait. Rien de vraiment sérieux. D'accord. Et puis, en 2015, vous avez sorti ça, Oui. qui était vraiment intéressant, où l'on pouvait déjà voir un petit peu quels étaient les sons des Tentations, au moins au début. Et ici, il y a 5 morceaux. Et il y a aussi une reprise d'Ashbon. Mhm. Oui. Et comment avez-vous décidé quelle reprise faire pour ce mini-album? Parce que voilà, H-Bomb, c'est un groupe, disons, mythique dans les métal français. Et comment avez-vous décidé de faire Bah, cette reprise? je pense que H-Bomb fait partie de notre top 3 du heavy metal français, hein. Il va y avoir avec Sortilège en numéro 1 forcément. Reprendre du Sortilège avec ma voix, avec mes octaves, c'était pas possible. Je pense que sinon on aurait repris du Sortilège. Mais j'ai pas l'octave malgré que ce soit pour moi le rêve de pouvoir arriver à faire ce que fait Christian Zouille, mais non, j'ai les pieds sur terre. Il aurait fallu qu'on baisse les guitares de 2-3 tons pour pouvoir y arriver. Et bon, c'était pas possible. Donc, et H-Bomb, on aimait tous. Et c'est vrai que ce morceau Double Bang est vraiment très très bien. Et on a essayé de le faire comme ça pour voir si on s'en sortait. Ça n'a pas été facile. Il y a eu un gros travail pour le guitariste parce que le solo, quel est le solo, il est vraiment pas évident. Mais on a un super guitariste, donc
Donc avec quelques répétitions, ça l'a fait, quoi. Vraiment, ça l'a fait. Ouais. Mhm. Et moi, j'ai trouvé le mini-album vraiment cool. Il y avait Le Preuve du sang. Quel morceau! Oui. C'était extrêmement cool. Et mais après, vous avez sorti le single et puis en split avec Iron Slot. Et moi, je pensais, d'accord, ok, c'est bon d'avoir le single, c'est bon d'avoir le split, mais l'album, ça arrive quand? Ça arrive quand? Parce que voilà, il y a le groupe depuis 2012 et il a fallu attendre jusqu'à 2021. Oui, je sais qu'il y a eu des problèmes, la pandémie et tout ça. Mais moi, j'étais en train de penser, mais ils font quoi, les gars? Ils font quoi? Pourquoi ils sortent pas l'album? Donc, quel a été, disons, les parcours pour Euh, arriver jusqu'au berceau des dieux? alors, je t'avoue que jusqu'à il y a 2 ans en arrière, même peut-être 1 an et demi en arrière, tu m'aurais dit, moi, je suis amateur, je suis pas un musicien, je suis pas un, je c'est difficile à dire. Je me sens pas chanteur forcément. Je fais ça pour le délire, quoi. Tu m'aurais dit il y a 1 an et demi, bah, tu vas sortir un album. Je t'aurais dit, t'es fou, je vais pas sortir un album, n'importe quoi. On est là pour s'amuser. J'ai regardé parce qu'on fait quand on est en répétition, on fait des enregistrements des riffs, on essaie de les structurer. Et j'ai regardé un peu le laps de temps qui se passait entre les premiers riffs, les premières constructions du morceau, et là où je commençais à poser des chants avec paroles, il y a 2 mois qui se passent. Il y a quasiment 2 mois, donc 2 mois pour créer un morceau. Donc c'est vrai que c'est un temps, ça prend du temps. Et on a eu le split avec 5 morceaux, on a eu après, enfin pas le split, oui, il y avait 4 morceaux sur le split. Enfin voilà, on a fait des choses. Comme ça prend du temps, ben, ces choses-là, ces morceaux-là, ben, on pouvait plus les garder pour un album parce qu'ils étaient déjà sortis sur un support. Donc il a fallu qu'on reprenne du temps et c'est là où la pandémie a bien fait finalement parce que pendant cette période de pandémie où on ne faisait pas de concert, on pouvait se concentrer sur les répétitions et sur la composition. Et on a composé les 8 morceaux plutôt assez rapidement grâce à ça. Parce que c'est vrai que quand on a un concert qui s'approche, on arrête de composer et on fait un set et on travaille le set et on passe beaucoup de temps dessus. Donc, d'avoir pu mettre ça en pause pendant 1 an et demi, ne plus faire de scène et se concentrer sur la composition, ça a beaucoup apporté. Et je pense que si on serait encore en train de composer s'il n'y avait pas eu ça peut-être et on n'aurait pas encore l'album. Et c'est possible. Hein. Mhm. Et j'ai l'album ici. J'ai déjà dit, bon, je sais pas combien de fois dans l'émission, j'ai beaucoup parlé de l'album. Je sais pas de recommander Les Berceaux des Dieux. Je trouve que c'est l'un des albums de 2021. Et j'aimerais parler un petit peu des détails de l'album. Moi, j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec l'édition en vinyle. Oui, Et on en parlera après. Et tout d'abord, j'aimerais bien parler de la pochette que je trouve spectaculaire. Et ici, dans l'édition que j'ai, il y a un tout petit poster vraiment sympa. oui, Et je crois que la pochette est de Carlos Palma Cruchaga. oui, 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 Donc, Marie-Christine. que peux-tu me raconter de En la fait, pochette? déjà, d'une chose, je m'en étais pas rendu compte, c'est qu'on a chacun son interprétation de la pochette. Et moi, je pensais pas. Donc, on a fait des interviews où j'ai donné la mienne à des magazines, mais sans m'apercevoir que bah, Laurent, Guillaume et l'autre Guillaume avaient aussi une autre interprétation. On savait ce qu'on voulait. Voilà. On voulait, on voulait cette femme qui présente un calice à un dieu ancien. Alors là, il fait peut-être un peu Baphomet, c'est pas forcément voulu. Il y en a alors, après, ça va bien aussi parce que ça fait trinité avec les 3 lunes, le calice, les serpents, c'est une référence par rapport au christianisme. Et pourquoi pas, c'est fort. Et tant mieux. C'était pas forcément vers ça que moi je m'orientais dans ma tête. J'étais plus sur de l'occulte et des dieux anciens. Voilà. Moi, je voyais cette femme qui présentait une offrande à un dieu ancien pour l'attirer et le faire revenir sur Terre et redonner de l'énergie aux religions anciennes qui ont été disparues et on va dire remplacées par les religions dogmatiques qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, pour moi c'était ça. Et le berceau des dieux, c'était un peu cette femme qui allait recevoir un peu un enfant
de ce Dieu et cet enfant qui, après, par la suite de sa carrière dans sa vie, son destin, allait faire revenir les anciens dieux. Après, il y a Laurent ou Guillaume, leur interprétation, je pense qu'elle est plus basée sur le christianisme, hein, la tentation, ça va bien aussi, forcément, le logo et le nom du groupe, c'est Tentation, avec ces serpents qui représentent un peu l'Éden, Ève, qui croque la pomme, etc. Et la Trinité avec les soleils ou les lunes derrière, et ce Baphomet qui vient et qui tente la femme à tourner vers le côté obscur. Voilà. Donc, différentes interprétations. Il a fait un super travail, le graphiste. Hein, c'est quasiment parti sur un seul jet. On lui avait juste dit qu'on voulait une femme devant un dieu ancien. On a fait rajouter la pyramide en rapport au morceau L'Exode, qui parle du peuple égyptien, et toujours aussi pour revenir sur des cultes un peu mythologiques, quoi. Voilà. Et ici à l'intérieur, bon, je crois que tout est si beau et si cool. Ici, il y a toutes les paroles et je crois que ici, est-ce que ça c'est Annick qui l'a fait ou Oui, pas? alors Annick Giroux, elle est très forte. Elle travaille pour des groupes, elle fait les layouts de pas mal de groupes, elle est vraiment très douée. Et il se trouvait que même si elle habite au Canada, elle avait dans sa bibliothèque un livre de sorcellerie française avec des images dedans. Donc elle a repris des images, elle a fait une sélection, elle m'a demandé de dire par rapport au morceau celle que je préférais. Et on a fait toute une sélection comme ça et ça ressort ça. Et bon, ben voilà, c'est son travail. C'est une professionnelle et elle est très efficace et très sérieuse et le rendu est fantastique et on la remercie. Mhm, mhm. Et puis, je crois que vous avez enregistré l'album. J'adore le nom. Ça s'appelle Lard ou cochon. Oui. Qu'est-ce que c'est Lard ou cochon? Parce que je mettrai le sous-titre tout ça, mais je trouve le nom rigolo quand même. Alors là, je ne pourrais pas te dire d'où vient ce nom-là. Par contre, l'Art au cochon, c'est un milieu, un fief de la musique underground du département de Perpignan. Ça existe depuis de nombreuses années, 2 décennies, je pense, facilement 2 décennies. Moi, jeune adolescent, j'avais été voir un concert de punk là-bas. C'est en fait, c'est un tout petit local qui sert de local de répétition aujourd'hui, mais à l'époque, ça servait aussi de petite salle de concert underground pour faire venir des petits groupes. Et est sorti de cet espace associatif et partagé de musiciens, pas mal de groupes dont, je ne vais pas me souvenir, mais des groupes de ska et des groupes de musique rock alternatif du département. Et c'est encore un lieu qui vit, parce que là où on répète, il y a 3-4 groupes, je crois, mais il y a d'autres locaux à côté qui ne sont pas gérés par cette association-là, mais qui aussi, voilà, il y a différentes influences et il y a toujours des rencontres très intéressantes avec des musiciens et c'est un milieu de passionnés, mais vraiment dédié à l'underground, quoi, le métal, le hardcore, la fusion, le ska, etc., quoi. Mhm. D'accord. Et puis vous avez aussi travaillé avec Javi Félez. Oui. Javi, chaque fois que je fais un entretien, son nom est là. Je sais pas pourquoi. Si, je sais. Si, Si, je sais oui, pourquoi. Je sais moi aussi. pourquoi parce que voilà, il est incroyable. Et qu'est-ce que tu peux me raconter de votre travail avec Javi? Ben, écoute, il l'a énormément apporté, énormément, de par son expérience, apporté au son de l'album, quoi. Il a fait un travail formidable en un temps record parce que dans son planning, il recevait Destroyer 666 dans son studio, donc il fallait qu'il se fasse vite, tu vois le truc, quoi, déjà. Donc il a travaillé en un peu plus de 2 semaines. Il nous a conseillé, il a demandé à Laurent de refaire certaines choses au niveau de la batterie, de revoir des trucs, et il a pris sa propre direction, on lui a fait confiance, et après le résultat, moi je me suis dit, mais c'est mon groupe ça, c'est vraiment nous, mais on est bien loin de la démo de 2015, tu vois, donc tu dis, ah, mais on est un vrai groupe finalement. Non, il a fait un travail formidable et vraiment c'est quelqu'un de très sympa qui a été très patient parce que nous, on n'a pas la technicité. Alors, on a enregistré au Recordit chez Mathieu. En fait, on a enregistré à la Rocochon certaines parties de guitare, des pistoliers, des choses comme ça. Mais la base, le chant, la batterie, la basse et les guitares rythmiques ont été enregistrés dans un studio à Perpignan au Recordit avec Mathieu.
un homme formidable aussi, c'est qu'une histoire de gens formidables. Et jamais, jamais j'aurais cru qu'à Perpignan, à 2 heures de Barcelone, hein, on avait un studio de cette trempe-là, de cette qualité-là. Il y a vraiment un matos de taré. Et on a été super bien accueillis, vraiment mis à l'aise. Et pour enregistrer, finalement, c'était vraiment toutes les bonnes conditions étaient réunies. Mhm, mhm. Super. Et puis vous avez eu des invités spéciaux. Vous avez eu Iron Jeremy, d'Iron Slot. Oui, oui. Je crois que Jay, c'est un bon copain à vous. Vous avez aussi eu Patrice des Titans et Jay d'Executor. Mhm. exactement. Alors Patrice, je ne sais pas si tu as vu sur les paroles de Heavy Metal, il y a un clin d'œil au premier album de Killers. Il y a un moment, je dis les fils de la haine. Voilà. Et ça a un peu mis peut-être la puce à l'oreille. J'aurais aimé construire les paroles en mettant plus de clins d'œil sur les groupes de heavy metal français. J'aurais aimé, mais après, ces paroles, elles sont sorties d'un jet et j'ai pas voulu les changer. Elles étaient bien comme ça passait bien et puis je les laissé. Et j'aurais aimé que chaque couplet fasse un petit honneur à des groupes français. Et il y avait donc celui de Killers déjà, donc Patrice Calvez au chant, voilà, quelqu'un qu'on respecte énormément, quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un de formidable. Iron Jérémy, voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps. Il fait partie des Hordes Métalliques, de Pyrénéen Metal. C'est des frères de sang. Et Jay qu'on rencontre de temps en temps quand on fait des concerts à Barcelone, chose improbable, alors qu'il habite à l'autre bout de la France, en Bretagne. Et nous, on fait 2 heures de route, on va voir des groupes au Metal Cova. Et lui, il arrive, il est là, il a pris l'avion. Et voilà, c'est juste hallucinant, quoi. Mais ce sont des gens, voilà, c'est une fratrie. C'est une fratrie, et ce sont des copains et des amis. Et on avait vraiment plaisir de les faire participer de cette façon à l'album. Mhm. Et j'aimerais parler aussi de Jan Parpex, des Ponce Pilate, parce que Ponce Pilate n'est pas très connu ici en Espagne, mais bon, c'est un groupe, disons, mythique en France. Et j'aimerais parler un petit peu de cette collaboration, parce que je crois qu'il n'a rien fait depuis 85 ou quelque chose comme ça. Exact. Oui. Et donc, comment Alors, avez-vous repris ou commencé le contact avec Yann? alors, tout d'abord, le vinyle des Enfants du cimetière, je pense qu'on est tous fans d'Intentation. On aime vraiment, vraiment cet album de Ponce Pilate. Il a pour moi quelque chose d'assez occulte. C'est un artefact, ce vinyle. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter encore maintenant en boucle. Ensuite, dans ce cadre-là, on avait fait la reprise Les Anges de Balthazar. Et quand on a joué à Paris avec le groupe Ostrogoth, il y avait Yann de Ponce Pilate qui était là. Et ça a été l'occasion pour nous de le rencontrer, d'échanger avec lui, de nous apercevoir que c'était un garçon super, lui aussi. Voilà, bah forcément, on fait de la bonne musique, on est des gens bien. On a beaucoup échangé, il nous a donné pas mal d'anecdotes sur son album à l'époque, comment il avait fait, des choses comme ça. Et il y a eu un feeling, ça s'est super bien passé. Et quelques mois après, on avait idée de faire une interlude. Moi, je suis passionné par les films d'horreur et les films érotiques des années 70-80. Et je voulais, dans l'album, parce que c'est ce qui m'inspire quand j'écris les paroles souvent, je voulais qu'il y ait un peu une musique de la source de mon inspiration dans l'album. Donc on a décidé de faire cette interlude. Et après réflexion, on s'est tous mis d'accord pour demander à Yann de nous la faire. Donc voilà, il avait comme cahier des charges de faire une musique qui nous fasse penser aux films érotiques et films d'horreur années 70. Et après, il était libre de faire ce qu'il voulait. Et c'est drôle parce que la thématique qu'il a utilisée, elle ressemble un peu à certaines thématiques qu'on peut trouver justement dans ces films-là. Et c'est une thématique qui me parle beaucoup et que j'apprécie particulièrement. Donc j'étais super content du résultat. Mhm, mhm, super. Et j'aimerais aussi parler des paroles. La majorité des paroles ont été écrites par Tentation, mais il y a eu aussi 2 collaborations. Il y a eu Baldre, c'est un poème de quelqu'un que je ne connais pas du tout. Je sais qu'elle s'appelle Delphine de Roche, qui vous a aidé déjà Oui, sur le single, Shaman. je crois. Chaman. Sur Shaman. D'accord. Et puis, les paroles de le taureau d'airain sont des paroles de Jean-Philippe Chevalier. Je le connais pas non plus.
Donc, qu'est-ce que tu peux me raconter de cela? Alors, Delphine, c'est une sœur d'adoption, une sœur de cœur pour moi. Je la connais depuis très longtemps. On est toujours en contact, on s'apprécie beaucoup. Elle est passionnée par le monde du celticisme, les Vikings, voilà, les dieux anciens. C'est une petite sorcière. C'est une brouche, en fait, hein. Et elle a des facilités à écrire. Je ne mens pas, elle a vraiment des facilités à écrire. Et elle avait déjà écrit Chaman pour nous et elle avait tapé droit dans le mille parce que elle comprend que les mots utilisés ont une importance après pour les poser sur le champ. Et avec elle, j'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit. Les mots, ils sont justes, ils sont, voilà, il y a de l'impact. Et pourtant, chanter en français, c'est comme chanter en espagnol. Voilà, il faut construire les mots et les phrases d'une certaine façon pour que ça accroche et qu'il y ait un impact et que ce soit pas ridicule. Et elle, en premier jet, elle arrive à faire ça. Donc, on lui a demandé d'écrire Baldur, qui était l'histoire du dieu, de sa disparition, de sa mort et de rejoindre la lumière, parce que c'est le dieu de la lumière. Et elle l'a très bien fait. Et on est vraiment très fiers de ce résultat-là. Je pense que s'il y a d'autres collaborations à faire avec d'autres personnes, elle en fera partie, forcément. Et ensuite, Jean-Philippe Chevalier, son pseudo, c'est Philibert. Philibert est très connu ici en France. C'est le papy, on peut dire papy, il n'est pas si vieux, mais bon, c'est un peu le papy, le guerrier métal. Il est dans le métal depuis très longtemps. Il n'a jamais lâché. Contrairement à beaucoup de Français qui ne portaient plus de veste à patch il y a 15 ans en arrière, lui, sa veste à patch, il la porte depuis les années 80. Il n'a jamais quitté. C'est vraiment le papy métal. Il est toujours fidèle à lui-même. Quand il boit trop de bière, on comprend plus ce qu'il dit. Voilà. Mais c'est aussi lui qui écrit les paroles d'Iron Slot. Voilà, donc c'est quelqu'un, voilà, c'est une tête. Et je savais qu'en lui donnant carte blanche, c'est lui qui a choisi le thème du morceau, il a fait tout comme il voulait. Je lui ai dit, écoute, je lui ai envoyé la ligne de chant enregistrée en répète sur le morceau, et je lui ai dit, tu te cales à ma ligne de chant et tu m'écris les paroles sur ce que tu veux. Et ça a sorti Le Taureau d'airain. Mhm, mhm. Voilà, et en ce qui concerne disons, singles de cet album, comment avez-vous choisi de sortir Les Couvents, par exemple, et puis Conquérant, si je ne me trompe pas? C'était deux, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, Voilà. tu veux dire par rapport à la promotion de Oui, l'album, ça. Le premier qui est sorti, je crois que c'est Le Le Couvent. Couvent. Mhm. On a demandé à Enrico et Brigida de Gate of Hell Records de choisir pour nous parce qu'on ne savait pas, nous avec le recul, on ne savait pas quoi choisir. Et c'est eux qui ont choisi Le Couvent pour faire la fameuse lyrics vidéo. Et Conquérant, pareil, c'est eux qui ont choisi en fait. Mhm. On les a laissés libres du choix. Mhm. D'accord, parce que moi, je pensais, pouf, c'est trop difficile, c'est trop dur de choisir pour faire, je sais pas, même la lyrique vidéo, c'est trop compliqué, hein. Parce que voilà, comme j'ai déjà dit, je trouve que l'album est, est presque parfait. Et Ah ben donc, merci. moi je pensais, d'accord, les couvents, ah, ça me plaît, d'accord, ok, la chute de Titan, non, non, ça me plaît aussi. Non, l'exode, c'est c'est- c'est Bon, trop bah, dur. Donc, c'est chouette, il vaut mieux ça, c'est bien, ça fait plaisir, merci. et vous avez aussi écrit des paroles sur une histoire. Je crois que cette histoire n'est pas très connue ici en Espagne, mais c'est l'histoire de la séquestrée, pardon, des De Poitiers. Poitiers. Voilà. Et ici en Espagne, je crois que c'est pas du tout connu cette histoire. Donc, pourquoi avez-vous décidé de raconter cette petite histoire qui est vraiment terrible? Horrible. Parce que justement, elle est horrible, touchante, malgré que quasiment 2 siècles soient passés, quand on la découvre, cette histoire, on ne peut pas s'empêcher d'avoir de la haine pour les parents de cette pauvre fille. Et puis voilà, moi, par rapport à mon ressenti, comme je te le disais, sur la pochette, c'est une femme qui fait revenir les dieux anciens, c'est une femme qui libère un peu l'homme de la tristesse et la pauvreté
de notre terre actuellement. On fait attention à rien, l'environnement, la biodiversité, on est sur des écrans, voilà, on a une vie de merde, on va pas dire le contraire. Et il serait beaucoup plus intéressant de quelque part faire un peu machine arrière et revenir sur des choses beaucoup plus saines, comme peut-être plutôt que d'aller dans les grandes surfaces, peut-être réapprendre à cultiver, à chasser en communauté. Enfin, j'en sais rien. Voilà, moi j'aime les anciennes religions et pour moi c'est la femme qui revient, qui les fera revenir. Je suis respectueux au plus possible des sorcières parce que c'est vraiment, voilà, c'est une image, le respect total de la femme. Et quand j'ai appris cette histoire, quand j'ai découvert cette histoire, que j'ai vu que des parents avaient enfermé dans le noir leur fille pendant 25 ans dans une chambre fermée, volet fermé dans le noir, sans quasiment lui donner la peine à bouffer, elle était retrouvée, elle mangeait ses excréments, elle pourrissait, le corps qui pourrissait. J'ai eu en fait une empathie terrible pour cette fille-là et il a fallu que j'écrive un morceau pour elle. Et la magie fait que Guillaume, quand il commençait à composer le morceau, le dernier morceau de l'album, parce que c'est le dernier qu'on a enregistré, les riffs allaient bien, allaient bien avec la tristesse et la pesanteur de l'histoire en fait. Donc ça s'est fait comme ça, voilà. Voilà. Et c'est un morceau, j'espère, je pense à elle, hein, j'espère que c'est un bel hommage, qu'elle apprécie. J'ai beaucoup pensé à elle quand je l'ai écrit en fait. Mhm, mhm. D'accord. Et voilà, vos paroles sont toujours en français. C'est quelque chose que j'adore, j'aime bien parce que, enfin, je crois que tout le monde sait, au moins le gens qui écoutent et qui suivent Rock Invasion, ils savent que j'adore la langue française et que j'adore le métal, donc pour moi c'est parfait. C'est du heavy metal, chanté en français, très bien écrit, et malgré ça, vous avez eu une critique, disons, un peu bizarre, parce que en général, vous avez eu des très bonnes critiques pour l'album, mais vous avez eu une critique négative à cause du français. Je comprends rien. Je comprends rien parce que voilà, si ça c'est l'excuse pour dire qu'un album est insupportable, bon, je sais pas quoi dire. Et je trouve ça très rigolo et je respecte aussi le fait que vous avez dit d'accord, c'est pas une bonne critique, mais nous allons la partager tout simplement parce que voilà, c'est 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 comme son ça. choix, voilà. Ce chroniqueur, c'est son choix. Mais moi, pour moi, quelqu'un qui aime vraiment, qui aime le heavy metal traditionnel, il ne peut pas dire le heavy metal, ça se chante en anglais. Non, quand tu aimes le heavy metal traditionnel, tu vas toujours chercher dans tous les pays du monde les petites perles de heavy metal chantées dans leur langue d'origine. Alors, moi, je vais te parler en espagnol, je vais te parler de Thor. Voilà, Matia la Bestia, c'est un putain de groupe, c'est un album que j'écoute souvent et heureusement. Bon, après, il y a Exodo aussi qui a chanté en anglais. Ça me choque pas, mais ça me choque non plus d'écouter du Thor qui chante tout en espagnol, même si je comprends pas les paroles, je peux quand même chanter les refrains parce que je comprends un petit peu. Voilà, ça va être pareil avec Aria russe, avec des groupes tchèques, avec en Mexique, c'est encore en espagnol, mais tu as des groupes comme Aspid, voilà, mais l'underground, le traditionnel, il va chercher les petites perles de chaque pays, en Italie. Et dire que non, la langue du heavy metal, c'est l'anglais, je me pose des questions sur sa passion véridique, quoi. Le mec, je sais pas, il pense plus, il écoute la musique avec ça plutôt qu'avec ça, avec son cœur. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire ça, non. Et moi, j'aime tellement le heavy metal chanté en français que pourquoi je vais chanter en anglais? Je comprendrais pas en fait pourquoi on me forcerait. Bon, comme on disait, Sortilège, ils ont sorti une release en anglais, ça a été une erreur, ça sert à rien, c'est inutile. On a cœur et passion de le chanter dans notre langue maternelle, point barre. Faut pas- Le chant, c'est un instrument de musique. Mhm, Voilà. mhm, C'est un instrument de musique et il sonne différent de chaque chanteur. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Le chant, voilà, c'est pas forcément en anglais. mhm. Motherfucker. Voilà, oui, oui, nous avons parlé de ça, du cas du sortilège avant de commencer à enregistrer l'entretien. Et voilà, moi j'adore Sortilège, c'est l'un de mes groupes préférés,
Mais c'est vrai que si j'écoute Sortilège en anglais, ça me plaît pas. C'est comme ça. Non, Ce sont les mêmes d'ailleurs, chansons, ce sont les mêmes morceaux, mais ça me plaît pas. bien sûr que non. Et Sortilège, s'ils avaient chanté tout en anglais, peut-être qu'ils n'auraient pas eu le succès international qu'ils ont. Je parle pas d'aujourd'hui, je parle de il y a même 15 ans en arrière. Sortilège, t'allais des gros festivals de heavy metal comme le Kid Pitrou, les Allemands, enfin, tout le public qui venait de n'importe où. Il y en a beaucoup qui avaient des patchs de Sortilège bien avant même qu'ils se reforment. Mais pourquoi? Parce ils chantaient en français et ça a un impact. Les gens, ils cherchent des sentiments, des émotions et des énergies. Moi, les miens, je les dégage en chantant dans ma langue maternelle. Voilà. Si je les chantais en anglais, je ne serais pas moi-même. Vous ressentirez peut-être pas la même chose. Mhm, mhm. Et puis, vous avez eu quelques difficultés lors de la sortie de l'édition en vinyle. Que peux-tu me raconter de ça? Parce que voilà, moi j'ai eu de la chance, j'ai fait ma précommande, je crois que c'était au mois d'août. Oui, au mois d'août. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai reçu l'album, mais il y a eu beaucoup de difficultés. Ouais, alors c'est général, ça devient compliqué le support, le vinyle, ça devient compliqué. Et il y a plusieurs raisons. La première des raisons qui fait que déjà l'album, alors qu'il était fini de mixer par Ravi en avril et qu'il ne devait sortir qu'en septembre, fin septembre, c'est parce que les chaînes de production des vinyles sont saturées. Saturées, pourquoi? On le sait maintenant, les majors, ils font des productions de tarés, ils écrasent tout le monde et ils nous cassent les bonbons. Maintenant, il y a eu d'autres malheurs qui se sont rajoutés à tout ça et on a eu joué de malchance. C'est un peu l'album maudit. C'est que la production, après avoir sorti les 300 vinyles, il a une pièce qui a cassé dans sa machine. Il a dû la remplacer. Ça a mis un mois. Quand il a remplacé, il a sorti 1000 vinyles. Le type, il envoie les 1000 vinyles pour le Kipitrou. C'était tout nickel, tout casé. Le label, il a reçu ses 1000 vinyles. Sauf que, quand Enrico il a écouté les vinyles, eh ben, il y a sur un morceau, je crois que c'est le Taureau d'airain, il y a un crash. Il y a un crash et ça, c'est sur les 1000 vinyles. Donc le type, quand il a repressé les vinyles, il n'a pas contrôlé le premier vinyle sorti. Donc la pièce qu'il a remplacée, il y avait peut-être un truc, il aurait dû recontrôler, il n'a pas fait, il a pressé bêtement 1000 vinyles comme ça et les a envoyés. Sauf que le problème, on le sait, aujourd'hui, 1000 vinyles, c'est de la matière première et c'est dur à trouver la matière première. Donc j'espère que ça va se résoudre rapidement, mais moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je vois que les labels n'arrivent plus à sortir des vinyles, que nous, eh ben, on en a 1000 qui sont partis à la poubelle pour rien, pour du gâchis, et maintenant, quand c'est qu'on va pouvoir avoir tout ce qu'il faut? Le label, il travaille, hier, il devait envoyer un message à la boîte de pressage, j'ai pas eu de nouvelles, je pense pas que lui, il en a eu non plus, mais voilà, toutes nos excuses forcément aux personnes qui ont commandé et à qui on peut pas envoyer, mais là, c'est vraiment la guerre, c'est vraiment la guerre, malheureusement, c'est la guerre. Mhm. C'est fou, c'est fou. Oui. On Et est en train de tuer, on est en train de tuer la musique. Enfin, malheureusement, voilà. ouais, ouais, ouais. Bon, vous avez eu l'occasion de présenter, je crois, les morceaux chez vous, aux Oui, Pyrénéens, parce que finalement, vous n'avez pas pu vous rendre au Keep It True. oui, Ouais, il y a aussi des problèmes en Allemagne, il y a beaucoup de restrictions et des trucs à cause de la pandémie. ouais. Mais heureusement, vous avez pu présenter les morceaux chez vous, aux Pyrenean Warriors. Et qu'est-ce que tu peux me raconter du festival, de Euh, l'édition de cette année? Parce que c'était très compliqué, vous avez dû reporter l'édition de 2020, je crois. Et bon. oui. Alors, voilà, par rapport aux problèmes que l'on connaît de la pandémie, on ne pouvait pas mettre en place l'affiche qui était prévue pour 2020 en 2021. On ne sait pas si on pourra mettre en place cette affiche en 2022 non plus. D'ici là, il y a peut-être des groupes qui vont arrêter, il y a peut-être des groupes voilà, qui pourront plus venir. Donc, cette affiche-là, on va faire tout notre possible pour qu'elle soit à l'identique que ce qui était prévu en 2020. On verra ce qu'on peut faire. Bon, ça, pour l'instant, bon, on ne sait pas. Mais pour 2021, donc l'édition de cette année, on voulait vraiment faire quelque chose. On s'est dit, bon, ben voilà, il y a les risques de la pandémie. Alors, OK, groupe américain, on va éviter, groupe canadien, groupe japonais, on va éviter. On va se recentrer sur la France, où les gens ils peuvent venir en voiture, voire en stop ou à pied pour venir jouer
il y aura beaucoup moins de difficultés d'organisation. Donc, on a limité la jauge, on l'a baissé à 400 personnes au lieu de 1200. On a invité des groupes qui étaient déjà venus ou pas, et des nouveaux groupes qui ont ouvert, comme Lord Gallery, par exemple. Et on s'est dit, ben, c'est peut-être l'occasion pour nous de jouer aussi à notre festival, parce que quand on fait une affiche, une organisation, on va dire, normale, avec 1200 personnes, des groupes qui viennent de partout, il faut aller chercher à Barcelone et tout, il y a une grosse orga derrière et du stress. Et on ne se voit pas gérer le passage sur scène et le festival en même temps. Et là, on s'est dit, bon, bah voilà, on va essayer de déléguer un maximum nos tâches. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait du jour le festival, avant de jouer, je n'ai rien fait. Et après avoir joué, j'ai bu de la bière, tu vois, donc je n'ai quasiment rien fait. Je me suis débarrassé de toute tâche. Je suis resté dans un coin parce que moi, je ne parle pas avant un concert parce que ça m'abîme pour rien les cordes vocales, donc je ne parle pas. Je suis resté dans un coin, assis, je regardais, j'essayais de parler. Je regardais un peu les groupes, mais pas trop. Et voilà, on a fait notre date, on a joué 1 heure. Et franchement, c'était super. On a eu un bon accueil du public. Ça faisait 1 an et demi qu'on n'était pas monté sur scène. Et je pense que le public a apprécié nos morceaux, et notamment les nouveaux. Voilà. Et il y en avait qui avaient acheté le vinyle, ils avaient l'insert avec les paroles, ils tenaient comme ça pendant qu'on chantait, ils lisaient, c'était rigolo. On a passé un super moment, c'était vraiment bien, voilà. C'est une belle aventure. Super, super. Et nous venons de parler de l'association de Pyrénéen Metal. Je crois que ça c'est connu à Barcelone et au nord de l'Espagne, mais ici au sud, pas forcément. Donc, qu'est-ce que c'est cette association? Alors, l'association Pyrénéen Metal, elle a été créée en 2007, donc ça fait 14 ans maintenant. C'est moi qui l'ai créé avec Alexandre Laran, un copain qui a déménagé, qui habite Grenoble maintenant. Et son but premier, mais qu'on ne fait plus trop parce qu'on est des feignants, et puis voilà, puis c'est compliqué maintenant, et puis il y a d'autres sites pour ça avec Facebook et tout. Mais le but, c'était de répertorier tous les groupes autour des Pyrénées, que ce soit partie espagnole, Andorre et France. On montait en France jusqu'à peu près Toulouse, Bordeaux. Et en Espagne, Barcelone, et de l'autre côté, Vic, ou je sais pas quoi, là, les villes qui sont vers là-bas, vers chez vous. Donc voilà, et donc c'est une petite encyclopédie en fait du métal pyrénéen. Et à l'époque, on bougeait beaucoup. Prendre la voiture et l'autoroute, ça coûtait beaucoup moins cher que maintenant. Donc quand il y avait des concerts à Barcelone, on y allait. On avait nos dossards, nos patchs Pyrénéen Metal, on parlait avec les gens, on allait à la rencontre des groupes. On faisait venir des groupes. Il y avait un bon échange. On allait au Martorell à l'époque, qui était à côté de Barcelone. C'était un super festival, le Martorell. On a passé des moments de folie là-bas. Maintenant, on va beaucoup au Metal Cova chez Alex. Des gens super. Voilà, il y a une petite amitié qui s'est créée entre certaines personnes. On a de bons feelings. Et alors, pareil, hein, ça s'est calmé, mais à l'époque où la route coûtait moins cher, les Ardos, les Pyrénées Warriors du nord, enfin de la France, côté français, on arrivait au Martorell, on était 5-6 voitures, quoi. Les voitures blindées, on arrivait à une vingtaine, quoi. Donc on se faisait un peu remarquer, les Français, forcément. Et puis on buvait beaucoup, on faisait du bruit, donc c'est pour ça qu'on est connus. Non, on bougeait, ouais. On allait à des concerts, on allait souvent à des concerts en Espagne, c'était vraiment génial. L'Espagne a toujours gardé la culture du heavy metal, l'a toujours porté bien haut, et franchement, super pays du heavy metal, vraiment. Et voilà, vous avez le festival où il y a eu déjà des groupes espagnols. Par exemple, il y a eu Witch Tower, il y a eu Oui, Iron Curtain, oui. Heathen, Ouais. et puis vous avez eu l'occasion aussi d'avoir des groupes tels que Manila Road ou Oui, Tokyo Blade, aussi ouais. ADX, Et, Sortilège, etc., etc., etc. et Mais Taxi, c'est excellent. Mhm. ouais, bah en fait, c'est dû au succès du festival qui a été grandissant. On est parti avec une affiche, c'était Tokyo Blade, je crois, la première tête d'affiche. On savait pas trop où on allait. On a eu la chance que la mairie, la municipalitat, la mairie nous a suivis dans ce dossier-là. Donc, on a été aidé financièrement par la mairie, par le département, le conseil départemental. Voilà, et on a réussi la première année à faire un festival et à réunir 300 festivaliers
qui, par chance, boivent beaucoup. Donc, à la buvette, ça fait des sous. Donc, le festival, il était positif. On s'est pas ruiné. Et puis, la deuxième année, voilà, on a été un peu plus loin. Je sais pas si c'est pas là, justement, qu'on a fait venir Maniaroth, peut-être. Euh, un peu plus de monde. Je crois qu'il y a eu 500, 600 personnes. Et puis, on a fini en 2019 avec 1200 personnes. 1200, ouais, en 5 éditions, 1200 personnes. Ouais. Et là, on a atteint notre maximum. On s'est dit qu'on s'arrête à 1200 parce que, en fait, euh, ce festival, on l'aime quand il est familial, que les gens viennent, se sentent bien, voilà, qu'il n'y ait pas trop de monde. Le Kipitrou d'il y a 10 ans en arrière, moi, quand j'allais au Kipitrou, on était 2000 dans la halle des sports. Il y avait moitié pour le concert, moitié pour le merchandising. C'était vraiment formidable, quoi. Après, de plus en plus de gens, ils ont sorti le merchandising et tu fais la queue pour pisser, tu fais la queue pour boire une bière, tu fais la queue pour aller voir un groupe, tu fais la queue pour avoir ton billet. Il y en a qui faisaient la queue 4 heures pour aller chercher un billet pour l'année prochaine. Non, moi je dis, c'est pas ça qu'on veut et on veut pas que notre festival devienne ça. Donc on restera sur une catégorie de groupe peut-être plus abordable, mais avec 1200 festivaliers, on est les plus heureux et je pense que c'est bien pour tout le monde. Voilà. Mhm. Super, super. Et pour finir l'entretien, normalement, je pose presque la même question. Et j'aimerais bien profiter du fait que tu es en France, que tu connais bien la scène française en ce qui concerne le métal aujourd'hui. Et donc j'aimerais avoir quelques recommandations de ta part. Par exemple, cette année, j'ai beaucoup parlé aussi de Herzl, qui ont sorti un album excellent aussi. Mais peut-être que tu as des recommandations intéressantes pour nous. Je pense que Herzl, c'est un des groupes là qui cartonne le plus au niveau étranger. Leur album, il cartonne vraiment bien. Ça fait vraiment plaisir. Un groupe breton, des gens super sympas qui organisent aussi un festival en Bretagne, hein. Donc Herzl, oui, forcément. Après, au Pyrénées Warriors cette année, on a fait découvrir aux gens, c'était leur premier concert, un jeune groupe qui s'appelle Lord Gallery. Ils ont sorti un EP, bien, très bien foutu, des jeunes, voilà, motivés, on voit qu'ils ont l'envie, ils ont l'attitude. C'est des hardos, c'est des vrais hardos. C'est pas des mecs qui prennent le virage de cette musique-là parce qu'ils se disent qu'il y a peut-être une opportunité. Non, c'est des vrais hardos. Donc ils jouent comme ils sont dans leur vie. Sur la scène, on a Titan qui sort un album aussi, qu'il a sorti, il est dispo en CD. Le vinyle, même problème que nous, hein, un retard de 4-5 mois, je crois, malheureusement. Donc, moi, je l'ai toujours pas écouté parce que je l'ai acheté qu'en vinyle. Donc, Titan, en termes d'actualité, Sortilège qui a fait des répressions. Après, en métal extrême, on a deux groupes là qui font fureur. Je crois qu'il y en a un qui est signé chez Iron Bonehead, label allemand. Donc, juste pour dire déjà la pointure. On a Cadavérique Fumès, enfin Fume, je sais pas comment on le dit, et Bénéfiction qui sortent là actuellement deux bombes qui vont faire vraiment des remous dans la scène internationale, c'est sûr. Hein. Moi, j'ai écouté le Cadavérique Fume et un peu du Bénéfiction. Pareil, j'attends de les avoir en support physique, mais super, vraiment super. Voilà. Après, on a Meurtrière qui est signé aussi chez Gates of Hell Records. Ça bouge, franchement ça bouge et c'est génial, hein. Ça n'a jamais bougé comme ça en France et maintenant il y a plein de gens qui écoutent la musique qu'on aime et puis c'est super, hein. Voilà. Voilà. C'est excellent, je trouve. Parce que vous avez du heavy metal classique, il y a aussi du thrash metal avec Executor. Il y a du death metal avec Cadaveric Fumes, Benefiction, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Ouais. On est très fiers de ça et on peut pas espérer mieux, quoi. Donc pourvu que ça dure, quoi, tant mieux. Il y a du matériel qui sort. Profitons-en et soutenons-le. Voilà. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose ou si peut-être il y a quelque chose que tu veux rajouter à ce dont on a déjà parlé. Donc Écoute, c'est les moments. Mis à part te remercier et te soutenir dans ta démarche, je suis de temps en temps les interviews que tu fais, je regarde ta playlist et tu fais un super travail. Voilà, c'est vraiment super. Je crois que c'était nécrophobique. J'étais même, je devrais pas le dire, mais j'étais au travail et j'avais l'oreillette pour écouter l'interview en même temps que je travaillais. Enfin voilà, c'est toujours intéressant et vous aussi en Espagne, vous avez des sacrés groupes, quoi.
on n'arrive pas encore à la hauteur des Canadiens cette année qui font du smolder, on n'y arrive pas encore, mais on essaye petit à petit. Voilà, franchement, l'Espagne et la France, on n'a pas à rougir de notre scène et tant qu'on pourra la soutenir, franchement, bah, fonçons quoi. Et heavy metal, voilà, prendre du plaisir, rencontrer les potes, c'est ce que ça, le heavy metal, c'est quoi? C'est écouter de la musique, prendre du plaisir, boire des bières et faire le con parce qu'on aime bien faire les cons, on est des adolescents. Et puis voilà, c'est tout, point barre, ça s'arrête là. Très bien, d'accord. Bon, je te remercie encore une fois de m'avoir accordé l'entretien et bonne chance pour 2022 et j'espère avoir des nouvelles des tentations. Avec grand plaisir. Merci à toi, Inès. C'était vraiment cool. Super.